Berger qui est avec nous ce matin. Bonjour Karine. Bonjour. Économiste associé d'EcoMining. On va parler bien sûr de la dette en zone euro, mais un mot quand même de ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui. Toujours pas d'accord entre républicains et démocrates. On a l'impression que plus le temps passe, plus on va se diriger vers une solution qui ne sera qu'une solution technique, de court terme, pas satisfaisante pour les marchés. C'est assez vrai, mais c'est quelque chose d'assez connu aux US. Alors d'habitude, c'est pas évidemment le plafond de la dette, c'est le vote du budget en fin d'année. On a eu plusieurs cas où le budget qui devrait normalement être voté fin décembre est voté en fait mi-janvier, fin janvier, mi-février. Et il y a toujours des accords techniques de dernière minute dans la nuit qui précède la date butoir qui font qu'on peut passer. Donc effectivement, on risque d'être dans une situation d'entre-deux qui n'a pas l'air d'être très inquiétante pour les marchés à ce stade. Le pragmatisme américain inspire confiance, on va dire. On se rue sur la dette américaine. Voilà, non, mais c'est comme d'habitude, c'est-à-dire que les US peuvent dire et faire n'importe quoi. On sait que ce sont des gens pratiques et très terre à terre, et qu'ils vont pas se laisser attaquer et trouver des solutions pratiques. Mais c'est vrai que c'est quand même une situation un peu plus noire que ce que j'avais en tête il y a quelques semaines. Je pensais vraiment qu'ils arriveraient à un accord politique sur une question aussi importante de manière plus rapide. Oui, c'est ce qu'on nous disait. Il faut à tout prix éviter que ce soit qu'un seul accord technique. Il faut un accord sur le fond pour rassurer les marchés, les agences de notation qui se tiennent prêtes là aussi à dégainer. Enfin, je veux dire, ça pourrait quand même secouer un petit peu les marchés si on avait un relèvement là, une minute avant l'échéance du 2 août, un relèvement purement technique qui reporterait le débat à 3, 4 mois, 1 an au mieux. Alors, je pense que le relèvement technique, malheureusement, satisfera les marchés. Enfin, c'est-à-dire que le simple fait de savoir que ça peut continuer comme ça, à mon avis, sera suffisant pour apaiser les choses, ou plus exactement pour ne pas déclencher la panique. Mais le problème, il est peut-être pas là, il est sur la façon dont tout ceci va être présenté. C'est-à-dire que si les républicains disent on vous laisse 3 mois, mais faites-nous confiance, dans 3 mois ça sera niet, et il y aura rien qui se passera, peut-être que là on sera dans une situation un peu plus tendue. Je crois vraiment qu'il faut attendre la déclaration politique du relèvement technique ou pas du seuil du plafond de dette pour savoir comment les interpréter et avoir une idée de la façon dont la crédibilité de la politique budgétaire américaine sera jugée rapidement. On a quand même de part et d'autre de l'Atlantique là, 2 situations parallèles on a 2 blocages politiques autour de la même question. Qui doit payer? Qui va payer cette crise? Alors, c'est la même question, mais alors ce qui est très intéressant, c'est que dans un cas, les Américains, c'est très simple, c'est-à-dire qu'on voit très bien que la seule réponse, c'est le contribuable américain, et on a certains qui sont d'accord et d'autres pas. Voilà, c'est simple, c'est quel clair. Contribuable? Quel type de contribuable, voilà, on va dire? Les riches ou les pauvres? Voilà, quel type de contribuable? Du côté européen, c'est un bazar épouvantable. On est sorti de la journée de jeudi avec évidemment un premier jugement qui était bon, il y a un accord. Et puis dès le lendemain matin, dès le vendredi matin, on s'est aperçu que un immense flou, pour pas dire une confusion totale, régnait sur l'accord qui a été signé jeudi soir. Donc on est sur quelque chose du côté européen qui, à mon sens, est beaucoup plus dangereux, car beaucoup moins clair et beaucoup moins transparent. Flou sur quel type de questions, si on rentre un peu dans le détail, Karine, sur les montants, sur la force de frappe du Fonds européen de stabilité financière, par exemple, là, qui est devenu vraiment la pierre angulaire du sauvetage de la zone euro. Est-ce que c'est un flou artistique volontairement entretenu par les politiques, justement pour réagir aux possibles attaques des marchés contre d'autres pays? Alors, quelques exemples de flou qui n'ont pas été tranchés. Déjà, la première question, qui va payer, a été traitée de manière extrêmement différente au fur et à mesure des heures qui ont suivi le jeudi soir. Grosso modo, la première version, c'était tout le monde va payer, on se divise en 3 le paquet, un tiers FMI, un tiers État européen, un tiers banque privée. Et puis lundi matin, là, on s'aperçoit qu'en fait, non, pas du tout. Le secteur privé est probablement extrêmement peu contributif au regard de la contribution des États, et que grosso modo, si perte il doit y avoir sur la dette européenne, ça sera une perte vis-à-vis des États, y compris la Banque centrale aura ses créances assurées ou enfin portées garanties par les États européens. Et c'est à mon avis d'ailleurs l'explication de la valse de Moody's et Fitch, c'est-à-dire qu'au fond, si les autres États se sont engagés jeudi soir sur le papier à payer quelles que soient les pertes, et pas au fond les créanciers privés, en tout cas de manière beaucoup moindre, c'est peut-être pour ça qu'ils ne sont pas immédiatement dans l'évaluation de défaut partiel. Il y a quelque chose de beaucoup plus embêtant qui apparaît sur cet accord. Le premier, c'est que, et ça je l'avais tout de suite dit, dans les 2 textes officiels, on est sur une contribution volontaire des créanciers privés, des banquiers et des assureurs. Ce week-end, on a appris qu'un certain nombre de banques et d'assureurs
il est vrai surtout allemand, ont fait savoir qu'ils n'avaient pas du tout l'intention de participer au financement, que c'est pas parce qu'ils étaient ils étaient membres de l'IFI qui avait plus ou moins signé l'accord, qu'ils avaient l'intention de participer. Ils l'ont dit très clairement, c'est dans le Financial Times. Mais non, sauf on n'a que pas les obligations grecques qu'ils portent, si elles sont mises en défaut, alors là, pour le coup, il va falloir qu'ils tirent un trait complet dessus sur la valeur comptable de ces obligations. Et c'est la deuxième nouvelle du week-end, c'est que 80% de la dette détenue par le privé est garantie. Et ça, c'est peut-être le vrai message qu'il faut retenir ce matin et qui ajoute à la confusion, c'est que en annonçant qu'il y aurait grosso modo d'évaluation de à peu près 20% des titres de marché de la dette grecque, ça veut dire que 80% des titres seront garantis, que probablement tous les titres qui sont actuellement dans les actifs des banques, qui ne sont pas soumis à une remise sur le marché, seront garantis. Mais garantis s'ils participent au renouvellement ou s'ils participent à... Ah mais ça, c'est pas écrit. Ça, c'est pas écrit. C'est-à-dire qu'en fait, il n'est pas écrit que la validation ou la préservation de la valeur des titres qui sont actuellement... Ça paraît évident, enfin, ce serait de la logique même qu'on garantisse les 80% restants si la banque privée participe à l'effort. C'est pas du tout garanti, et ça explique, et il faut le dire très clairement parce que c'est la réalité du marché ce matin, ça explique que certains hedge funds ont commencé à boucher ce week-end avec la possibilité, tant que l'accord n'est pas plus clairement expliqué, la possibilité de faire du joli arbitrage sur les marchés entre de la dette garantie à 100% et de la dette garantie à 80%. Ça veut dire qu'il va falloir un effort de pédagogie encore autour de ce plan grec. C'est plus que de la pédagogie, là c'est de la transparence. C'est-à-dire que si les principaux acteurs de marché, les économistes, ont toujours du mal à se faire une opinion clair de la façon dont le plan va fonctionner en pratique, à quel moment il y a d'évaluation du titre, à quel moment les États européens payent, etc. Si on n'est pas capable, lundi matin, alors qu'on est spécialiste de la chose, de donner une réponse unique à ces questions, ça veut dire quand même que l'accord a des zones d'ombre qu'il va falloir expliquer et qu'il va falloir mettre sur la table pour éviter qu'une nouvelle panique se crée. Sous réserve qu'on réponde à ces questions dans les heures ou les jours qui viennent, Karine Berger, est-ce qu'on a là, sur la table, un plan qui va un peu au-delà de la seule solution technique pour la Grèce et qui permet justement d'affaiblir, on va dire, le risque de contagion? Le changement majeur de jeudi dernier, c'est grosso modo que les États européens payent la dette des États qui vont mal, des dettes publiques des États de la zone euro qui vont mal. C'est encore une fois la solution qu'il aurait fallu prendre il y a un an, quand on avait encore un chèque d'un montant raisonnable à faire pour la Grèce. Bon, il n'empêche que c'est quand même le message. Plus ça va, encore une fois, et plus il apparaît que les principaux à payer, ce seront les États européens, que sont l'Allemagne, la France, les Pays-Bas, etc. Donc c'est à la fois une avancée politique et économique qui va bien au-delà d'une solution technique pour la Grèce. C'est aussi l'ouverture à une vraie question. Jusqu'à quand les États européens sont prêts à payer pour les autres États? On sait déjà, puisque ce qu'on a fait là pour la Grèce, on ne le fera pour aucun autre pays, a dit Nicolas Sarkozy. Oui, enfin d'accord, sauf que c'est pas ce qui est écrit dans l'accord. Monsieur Sarkozy a signé un accord où il est écrit que l'Irlande et le Portugal peuvent être soumis au même système de financement que la Grèce. Donc je crois qu'il faut qu'il relise l'accord. Et deuxième chose, l'Allemagne a annoncé que ça coûterait 45 milliards d'euros aux contribuables allemands. La France a annoncé par la voix de Monsieur Fillon que ça coûterait 15 milliards d'euros aux contribuables français. C'est que le début. C'est-à-dire que si on doit aller au secours du Portugal, de l'Irlande et d'autres pays, peut-être que là, les opinions publiques commenceront à tousser fortement et se rendront compte petit à petit que c'est bel et bien elles qui devront payer. Mais est-ce qu'en rendant ce plan grec un peu plus crédible, est-ce qu'on a quand même affaibli ce risque de contagion? Est-ce que la probabilité de voir le Portugal, l'Irlande, l'Espagne, l'Italie s'en sortir seuls et résister aux attaques des marchés, est-ce que cette probabilité a augmenté, là, Karine Berger, ce lundi? La probabilité a un peu baissé parce que la réponse politique est là, et donc les marchés financiers normalement devraient se dire que si on a réussi à trouver la contagion, la probabilité de la contagion a baissé parce que on a une réponse politique, et donc on se dit quand même, s'ils ont trouvé une réponse politique une fois, peut-être que la deuxième fois ils les en trouveront pas forcément la même d'ailleurs, et pas forcément à notre profit. Mais j'insiste sur un point, tant qu'il n'est pas éclairci la façon dont grosso modo le swap entre une dette garantie à 100% et une dette garantie à seulement 80% se passera techniquement, on
peut avoir beaucoup d'interrogations sur le fait qu'on ne crée pas, au fond, une zone d'opportunité et d'arbitrage qui tenteront certains. Donc je crois qu'il faut vraiment aller très très vite sur l'éclaircissement de ce qu'il y a vraiment dans cet accord, de qui paye, quelles sont les mesures, jusqu'à quel point il y a possibilité tout simplement de faire des arbitrages. Il faut évidemment aussi aller très très vite sur la façon dont les CDS vont être traités sur la dette grecque. Et une fois que l'ISDA, le comité qui décide s'il y a événement de crédit ou pas, dit a priori, enfin il n'y a pas eu de communication officielle, je crois, du moins Karine, dit a priori, on ne mettra pas cette situation en événement de crédit. Oui, sauf que il faut que ce soit crédible, ouais. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que sur les marchés de vente et d'achat des CDS, ce soit exactement l'autre information qui soit intégrée dans les prix. Donc encore une fois, espérons que une parole commune européenne vienne préciser la façon dont tout ceci se passera techniquement, parce qu'on est sur le point d'avoir une vraie évolution politique de la situation des dettes européennes. Ça serait un peu dommage de la rater, parce qu'on n'est pas capable d'expliquer techniquement la façon dont ça va se passer. Merci beaucoup Karine Berger d'avoir été avec nous ce matin sur BFM Business, économiste associée d'Ecomining.